la Seconde Guerre mondiale, le très réactionnaire Empire nippon occupe l'Indochine et soumet par là même à sa botte les autorités coloniales françaises. Ho Chi Minh, le leader communiste vietnamien, entre alors en résistance à la fois contre l'envahisseur japonais et le colonisateur français. Il fédère autour de lui diverses tendances nationalistes dans un front uni de libération, le Viet Minh. Lorsque Hiroshima entraîne la défaite japonaise, Ho Chi Minh proclame le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh de Hanoï. Và thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Mais la France ne l'entend pas de cette oreille, et soucieuse de récupérer son empire colonial, elle agit vite pour réaffirmer sa présence en Indochine. Le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, et l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut-commissaire de la France, sont mandatés par le général de Gaulle pour rétablir la souveraineté française sur l'Indochine libérée. Mais en faisant du neuf, c'est-à-dire en construisant une fédération indochinoise autonome au sein de la nouvelle Union française. Ainsi, dans un premier temps, la France s'entend avec Ho Chi Minh et signe même une convention le 6 mars 1946 qui reconnaît le Vietnam comme un État libre intégré dans l'Union française. C'est plein d'espoir qu'Ho Chi Minh débarque à Paris en juin 1946 pour ratifier cet accord. Et s'il est reçu comme un chef d'État, c'est un leurre, car jamais les discussions avec le gouvernement français ne vont aboutir. Bien au contraire, les groupes de pression colonialistes au Vietnam reprennent leur influence et poussent le haut-commissaire à ne pas respecter la Convention. Pour eux, l'Indochine doit rester française. Après de multiples accrochages, le port de Haiphong est bombardé par la marine française le 23 novembre 1946. En représailles, les troupes Viet Minh provoquent une insurrection à Hanoï le 19 décembre suivant. C'est le début de la guerre d'Indochine. Ho Chi Minh prend le maquis, puis est rejoint par son gouvernement de la République démocratique du Vietnam, dans lequel le général Giap est chargé de la conduite militaire de la résistance. La France envoie de nouvelles troupes pour mener cette guerre qui ne dit pas encore son nom. Un jour, tenté par l'aventure, j'ai entendu dire qu'on cherchait des volontaires pour aller au Maroc. Et je savais que le Maroc, c'était le vivier des gens qui partaient en Indochine. Donc je me suis porté volontaire pour aller au Maroc. J'ai débarqué à Casablanca. J'étais affecté au 2e régiment de tirailleurs marocain. Et quelques mois après, nous étions en partance pour l'Indochine. Il y avait une exaltation de l'empire colonial à laquelle les jeunes Français un peu généreux, les scouts, etc., toute cette bande à laquelle j'appartenais, exerçaient une certaine séduction. Mon instituteur, qui était très laïque au meilleur sens du mot, était lieutenant d'infanterie coloniale, et il nous montrait les colonies comme une grande aventure. Goût de l'aventure, envie de changer d'horizon, d'autant plus que comment dirais-je, l'ambiance n'était pas tellement fameuse au sortir de l'occupation. Tous les espoirs de la libération, bon, ils ont tourné en eau de boudin, donc on s'emmerdait, quoi. Quand nous sommes arrivés à bord du Pasteur, et le Pasteur a mouillé dans la baie d'Along. Et il a mouillé à la tombée de la nuit. Et c'était extraordinaire. C'est un choc, indéniablement. C'est le jour et la nuit, c'est l'éblouissement, c'est fantastique. Et on a eu l'impression qu'on arrivait dans un autre monde. Et c'était bien un autre monde qui nous attendait. Un pays qui était à la fois un pays de rêve, parce que dans ma génération, c'était Matonkiki, Matonkinoise. Et puis en même temps, on nous avait dépeint des Viet Minh qui étaient cruels, et qui torturaient les gens. C'était tout un séjour, toute une guerre,
à la fois cruel et romantique. Hanoï, par définition, parmi les anciens militaires, c'était le petit Paris. Donc aucun dépaysement, à part une multitude de gens avec des yeux bridés, mais où l'accueil était sensationnel. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas d'attentat à Hanoï. Les gens là-bas, vous recevez, commercez, c'était chaleureux. La vie était douce, on avait des permis sur le soir, il y avait les cafés, il y avait les bistrots, les cinémas. Enfin, c'était sympa, quoi. C'était une bonne entrée en matière. Il m'est arrivé des petits sergents d'être nommés chef de poste dans un endroit absolument impossible, où il y avait des tigres, où il y avait des ours, où nous étions perchés sur un petit mamelon avec un petit groupe de combat, avec quelques grenades, un fusil mitrailleur, etc., tout à fait désarmé, un poste à manivelle pour communiquer avec le PC, et une liaison toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, donc parfaitement isolé envers et contre tout, et il fallait se débrouiller seul. On n'avait rien. Il fallait être officier, lieutenant, pour avoir une boussole et une carte. Heureusement pour nous, on avait des hommes du cru, il y avait toujours 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vous disaient « moi Sepp, c'est bien connaître, moi Sepp, c'est bien connaître ». Et puis ça partait. Et au départ, j'étais seul comme français dans ma section, avec mes 40 types. Il n'y a que les encadrements qui sont purement français. Les autres, ils sont de toutes les nationalités. La Légion étrangère, il y avait 80% d'Allemands. Il y avait certainement d'anciens SS. Mais enfin, de toute manière, on ne va pas leur chercher les poux dans la tête. J'ai l'impression que le gars qui avait combattu pendant 5 ans dans les armées allemandes, pour se reclasser dans le civil, ça ne devait pas être tellement facile. Hein. Ah, c'était une armée complètement disparate. Parce qu'il y avait aussi toute l'infanterie coloniale qui était noire. C'est facile de dire noir, mais l'Afrique, c'est grand. Il y avait des Africains de toutes les ethnies et de tous les pays. C'était un brassage incroyable. Les Marocains n'étaient pas des Arabes, c'était des Berbères. Des gens solides qui respectaient l'armée française. Pourquoi est-ce qu'ils respectaient l'armée française? Parce qu'ils aiment les armes. Ils étaient extraordinaires. C'était des gens, de véritables marathoniens. Ils faisaient des kilomètres, Ils avaient l'habitude, dans leur douar, de se déplacer à pied. Une grande partie du contingent est constituée par la population locale ralliée à la France. Ces supplétifs vietnamiens représentent plus de 40 000 hommes en 1950, soit un tiers des effectifs de l'armée française en Indochine. L'ennemi, à l'époque, il était absolument insaisissable. On le sentait partout, mais en fait, il se dévoilait jamais. La guerre, à l'époque, se limitait à des embuscades, des coups de main. Les premiers contacts, non, ils ont été, comment dirais-je, c'est des escarmouches, des piqûres d'épingle, voyez-vous. Du nettoyage, du ratissage. C'est dans le nord du Tonkin, dans cette jungle où s'est réfugié Ho Chi Minh et son gouvernement, que le corps expéditionnaire français rencontre le plus de difficultés, le long de la route coloniale numéro 4. De Lang Son à Cao Bang, la RC4 allonge ses 116 km le long de la frontière de la Chine en pleine zone Viet Minh. La dernière portion, qui va de Tat Khe à Cao Bang, traverse une région particulièrement hostile. Une cinquantaine de kilomètres qui serpentent au milieu de la forêt tropicale, à travers des gorges étroites, des cols élevés, des falaises abruptes. La RC4 est pourtant l'artère vitale qui permet d'alimenter Cao Bang. C'est une grosse ville avec un fleuve à gauche, un fleuve à droite, qui encercle complètement la ville. Et la RC4 arrivait de l'autre bout, où c'était le coin ouvert, avec la citadelle, qui bloquait l'entrée de la ville.
C'est-à-dire, pour prendre cette ville, ça aurait été difficile. Et c'était une ville importante pour la bonne raison, c'est que ça bloquait tout ce qui venait de Chine. Rien ne pouvait passer. Vous avez les RC4 qui serpentent, et tous les 10 à 20 km, vous avez un poste sur le piton le plus élevé qui est chargé de défendre la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben on part le matin et on occupe les pitons, qui sont les mamelons, boisés, rochers, etc. Et quand les pitons sont occupés, le convoi peut passer. Et on fait ça, enfin c'est très dur parce que ça monte. Hein. Enfin, c'était encore une fois des berbères de l'Atlas. Moi j'étais savoyard, bon j'étais pas tout à fait manchot quoi. Ces cols sont extrêmement dangereux sur le plan tactique parce que ce sont des endroits bénis pour faire des embuscades. À des endroits, elle est complètement défoncée. D'abord parce que les Viettes mettaient des mines sans arrêt. Les Viettes coupaient la route en morceaux. C'est ce qu'on appelait les touches de piano. Alors on faisait des convois de plus en plus longs pour des raisons de sécurité. Alors dans ce convoi, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les commerçants chinois, il y a les armes, il y a tout. C'est une vraie expédition du Far West. Et ce qui s'est passé le 3 octobre 1949, où il y a eu un massacre épouvantable, oui. Toute la Cologne a passé. Et j'étais ensuite, avec mon groupe, c'est-à-dire 12 à 20 hommes, ramasser les morceaux. Et là, évidemment, quand ils attaquent, ils vont jusqu'au bout. Hein. Non, mais on s'y habitue très vite, hein, faut pas... On s'habitue à l'horreur assez vite. Le général Revers, chef d'état-major de l'armée de terre en visite en Indochine quelques mois auparavant, avait prévenu le gouvernement français dans un rapport. Il préconisait notamment l'abandon de Cao Bang, qu'il jugeait trop exposé, et l'évacuation des places fortes de la haute région afin de regrouper les défenses françaises dans le delta du Tonkin. Mais ce rapport ne fait pas l'unanimité chez les responsables militaires locaux, qui déclarent Cao Bang place forte imprenable et stratégique, qui gêne considérablement les communications entre la Chine et le Vietnam. Cette analyse est balayée en octobre 1949 par un événement majeur, la victoire des communistes de Mao Tse-tung, qui précipite les débris de l'armée nationaliste chinoise de Chiang Kai-shek à la frontière du Vietnam. Craignant une incursion de l'armée communiste sur les talons des nationalistes, les Français récupèrent les armes des vaincus. On part à Mont Cai, qui est sur la frontière de Chine, et le 1er décembre 1949, on nous dit la Chine est communiste. J'étais à côté du capitaine Feuillet, je lui dis mais s'il y a 1 milliard de communistes en face de nous, il faut qu'on foute le camp. Il me dit ferme ta gueule, arrête, tais-toi, t'es pas là pour ça. Pour le Viet Minh d'Ho Chi Minh, encore caché dans sa jungle tonkinoise, les choses changent. La reconnaissance officielle de son gouvernement par la Chine et l'URSS en janvier 1950 lui apporte un soutien moral de poids. Mais c'est surtout sur un plan matériel que l'aide chinoise en armement et formation va permettre à l'armée Viet Minh de mener désormais une guerre moderne. La France se retrouve malgré elle en première ligne de cette guerre idéologique entre les deux blocs, communistes contre non-communistes. La guerre d'Indochine vient de changer de nature. Elle devient partie prenante de la guerre froide. Le maréchal Juin est venu voir le 11e Tabor et il nous a tenu un langage absolument altier, guerrier, etc. Vous avez une mission, c'est combattre le communisme qui actuellement gangrène tout l'Est asiatique et vous êtes des porteurs de cette mission. Il faut absolument que vous rétablissiez la France là-bas. C'est votre rôle, c'est votre devoir. Entendre ça des bouches de cet homme, on était gonflés à mort, à mort. Il avait une prestance, il était auréolé d'un passé extraordinaire, quoi. Alors, la vérité, c'était ça pour nous. Il nous disait la vérité. On ne cherchait pas à comprendre. Depuis le début de l'année 1950, la situation ne cesse de se dégrader.
La route coloniale numéro 4 est devenue impraticable et Cao Bang, qui ne peut plus être ravitaillé que par avion, ressemble à une enclave de plus en plus mince en territoire Viet Minh. Ce Viet Minh qui passe à l'offensive dans la zone et qui, en mai 1950, à la surprise générale, s'empare sur la RC4 de la place forte de Dong Ke. Le général Carpentier, commandant en chef des forces du corps expéditionnaire français, et le colonel Constant, responsable de la zone frontière nord-est, sont pris de court par cette attaque. Ils finissent par décider l'envoi d'un bataillon de parachutistes. Avant qu'ils prennent la décision de nous larguer ou de pas nous larguer, il était facilement 5 heures de soir. On était parachutés à 6 heures, quoi. Et c'est ce qui nous a sauvés, parce que les Viettes étaient absolument persuadés qu'il était trop tard. Alors, donc, ils avaient, laissé tomber toute leur défense. Ils s'étaient uniquement occupés à récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans le poste, munitions, nourriture, armement, enfin, vêtements, enfin, tout ce qu'ils pouvaient. Ils pillaient, quoi, purement simplement. Et on leur est tombé sur le poil, là, ils s'y attendaient absolument pas. On avait comme pour mission de reprendre la citadelle, on l'a vraiment repris au pas de gymnastique. Là, c'est le considéré parmi les anciens que c'est certainement la plus belle opération aéroportée de toute la guerre d'Indochine. La facilité avec laquelle les parachutistes reprennent le poste de Dong Ke ne masque pourtant pas l'inquiétude qui naît du côté de l'état-major français. D'autant que des renseignements signalent au même moment que d'importantes troupes Viet Minh se massent près de la frontière. Tout semble indiquer qu'une grande offensive se prépare. Face à ces informations, l'évacuation de Cao Bang est enfin décidée plus d'1 an après le rapport Revers. L'état-major met au point un plan secret. Celui-ci prévoit le repli de la garnison de Cao Bang commandée par le colonel Charton par la RC4, tandis qu'une colonne de soutien montera vers le nord pour lui prêter main forte. Le tout devant se dérouler le plus rapidement possible. Ainsi, mi-septembre, un groupement de 3 bataillons commandé par le colonel Lepage part de Lang Son pour s'installer à Tat Ke qui va servir de base arrière à cette opération. On était bien à Lang Son. Et puis le 17 septembre, on nous dit en route. C'est-à-dire qu'on monte sur les camions et on part. On ne sait pas où. Et le capitaine ne sait pas où. Il reçoit ses ordres au jour le jour pour la simple raison qu'on a des Vietnamiens partout, comme serveurs, comme traducteurs, etc. Ils sont dans l'armée française. Et évidemment, ils transmettent ce qu'ils savent. Pour en revenir aux femmes qui ont joué un grand rôle là-bas, à mon avis, dans les bordels, les maîtresses d'hôtel, etc., elles aussi, elles transmettaient aux Viettes. Je ne leur reproche pas. À Cao Bang non plus, les soldats ne sont pas tenus informés des plans de l'état-major. On ne nous a pas dit en premier lieu qu'il fallait quitter Cao Bang. On nous a dit de détruire les installations sans feu ni fumée. Ça, c'est un télégramme codé, chiffré. L'ordre émané du PC du colonel Constant. Et même si l'abandon de la ville n'est pas encore confirmé, les femmes et les enfants de Cao Bang ont commencé à être évacués par avion. C'est là où j'ai eu une des peurs de ma vie, c'est que des civils fuyaient. L'image que j'en garde, c'est comme le métro à 1 heure de pointe, vous voyez. Donc on était en surcharge. Ce qui fait qu'au bout de la piste, on n'avait pas la vitesse pour décoller. Alors on a plongé dans la rivière pour prendre un peu de vitesse, passé entre 2 arbres, et on s'en est tiré, mais limite, quoi. Mais alors que la colonne Lepage arrive à Tat Ke, les troupes Viet Minh lancent sur le poste de Dong Ke une violente attaque, avec plus de 10 000 hommes et des moyens d'artillerie considérables. Un déluge de feu s'abat pendant 3 jours sur la petite forteresse tenue par les légionnaires. Et puis nous sommes arrivés sur les hauteurs de Tat Ke et on nous a annoncé que Dong Ke avait été repris.
Alors, ça nous est tombé dessus, un truc comme ça. On a dit, mais c'est pas possible qu'un poste de l'armée française tombe aux mains des Viet Minh. Alors qu'il était tenu par des légionnaires, des vrais combattants d'élite. Et il est tombé. Alors on s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très catholique, qu'on n'arrive pas à saisir, puisqu'on n'avait pas d'informations particulières. Voilà. On a appris qu'il y avait sur Danquier 15 bataillons Viet. Et nous étions à Cao Bang, là, nous étions 3 bataillons. Alors 15 bataillons contre 3, là on a commencé à serrer les dents et autre chose. C'était quand même assez dur à vivre. Le général Diap, responsable de cette action d'éclat, suit sa stratégie. En coupant la RC4 en deux, il vient d'isoler Cao Bang. Et ces hommes, qui au prix d'un travail énorme ont transformé la nature en piège, attendent maintenant patiemment leurs adversaires pour les anéantir. L'état-major français ne modifie pas ses plans pour autant. Toutefois, pour permettre l'évacuation de Cao Bang, il faut d'abord reprendre Dong Ke. C'est la première mission qui est donnée à la colonne Lepage. Forte de 2400 hommes, elle se met en route le 1er octobre. La colonne se scinde en plusieurs éléments pour occuper des positions stratégiques autour de Dong Ke. Le Napa et surtout le Nakeo. Quand on a pénétré au Napa pour tenir la position, on est tombé sur une vraie installation de Viet. Les postes de combat, et ils avaient même installé, comme il pleuvait, c'était la saison des pluies, il faisait très mauvais, il pleuvait tout le temps, ils avaient installé des sortes de lits collectifs en bambou. On pouvait s'installer à 10 ou 15 sur le même lit. On se mettait les uns à côté des autres sur les lits. On a dit merci les Viet, nous. Les installations sur Napa révèlent que les Viet ont préparé le terrain. Mais sur le Nakeo, la surprise qui attend les Français va être violente. Nous, on était en bas, on montait d'un côté, et eux étaient derrière. Ils arrivaient derrière de la brousse profonde, quoi. On les voyait pas. Et puis tout d'un coup, un coup de clairon, les Viet ont attaqué, mais par derrière. À l'endroit où on les attendait pas. Ils sont arrivés en horde hurlante et mitraillante. On s'est replié, il fallait bien se replier, dans la vallée. Et les Viet ont anéanti la première compagnie du bataillon de marche du 8e RTM en un quart d'heure. Là, c'était la guerre farouche, au couteau, à la grenade. Au matin du 3 octobre, après une nuit de combat terrible, notamment